Bienvenue, chers amis, à cette émission Appel de l'Aurore. L'invité que j'ai pour vous, à vous présenter cette semaine, vous le connaissez probablement déjà. Il est bien connu dans notre milieu. Je vous propose de rencontrer avec moi Roch Tourini. Roch est animateur SACEC depuis des années. Ça fait combien de temps exactement, Roch, là? J'ai commencé en 84. Ça fait... Ça fait longtemps. 37 ans, je crois. Ouais. Que tu es animateur SACEC à la Polyvalente. Bon, disons que ça a changé. Au tout début, c'était animateur de pastoral. C'est ça. Là, il y a un nouveau vocabulaire. C'est ça. Depuis, je pense, dans le coin de l'an 2000, là, ça a changé. On est devenus des animateurs de vie spirituelle d'engagement communautaire. C'est ce que ça veut dire SACEC, animateur... Service d'animation. D'animation communautaire et vie spirituelle. Bon. Ouais. Merci pour cette précision. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas trop ce que ça veut dire. Roch, d'abord, parle-nous un peu de toi, ton parcours, ton histoire. Tu es un gars de la région. Oui, j'ai fait... je suis de Victoriaville, là. J'ai... parler un peu de mon parcours, si on... par rapport à mon travail, tout ça, oui, là, par rapport à ma foi, là, j'ai... j'étais un jeune normal, là, qui faisait du sport quand j'étais jeune. Tu viens du coin, tu restais ici, tes parents étaient ici. C'est ça. Tu as des frères et sœurs? 2 frères. Vous êtes 3 garçons? 3 garçons. Dans le temps, on disait une famille parfaite, là. Pour ma mère, disons que ça n'a pas été facile. Oui. Quand même, je suis certaine que ça n'a pas été si difficile. C'est ça. Quand j'étais jeune, avec mes amis étaient partis vivre une expérience au Cap-de-la-Madeleine. Pourtant, on n'était pas des jeunes, je dirais, religieux ou spirituels, là. Puis ils étaient revenus de là, puis ils me disaient « Hey, s'il y a un groupe à Victoriaville qui se réunissent, viens faire un tour. » Moi, la foi, Dieu, j'avais pas... Pas plus que ça, mais tu devais avoir des cours de catéchèse à l'école. C'était dépassé pour moi, dans le sens que c'est... Je veux dire, il n'y avait pas d'intérêt du tout. Quand j'étais jeune, on allait faire du ski, nous autres, le dimanche. On n'allait pas à la messe, là. Ta famille, c'était pas des pratiquants réguliers du culte. C'est ça. Il n'y avait pas une culture, je dirais, religieuse à ce moment-là. Puis mes amis, par curiosité, je suis allé faire un tour. J'ai trouvé que c'était un peu le début des années charismatiques, là, les rassemblements. Là, puis je trouvais ça un petit peu sauté, tu sais, les gens. Ah oui? En même temps, je trouvais ça beau aussi. Puis à ce moment-là, j'ai comme... je ne saurais pas comment le décrire, mais j'ai comme vécu une expérience où c'est que j'ai senti la présence de Dieu. Ça fait drôle de parler de ça, là. J'ai pas de problème de santé mentale, là, mais j'ai senti une présence. Et à partir de là, cette présence-là, je l'ai toujours sentie dans ma vie. Je me sens accompagné par quelqu'un. Elle ne t'a jamais quitté. Ouais, je me sens accompagné. En même temps, je te dirais que je me considère pas comme quelqu'un de religieux. Non. Dans le sens, j'ai la foi, mais je ne suis pas quelqu'un qui est... Quelle est la différence pour toi? Quelle distinction tu ferais? Je dirais que au niveau des dogmes, des sacrements, moi, quand je vois, là, juste qu'on me dit, es-tu pratiquant ou pas? Pour les gens, être pratiquant, c'est d'aller à la messe. Pour moi, c'est pas ça, vivre sa foi. Je ne dis pas que ça ne fait pas partie d'eux, mais c'est pas ça l'essentiel de la foi, c'est le vécu dans le quotidien. Comment ça se déploie, ta foi, dans ton quotidien, toi? D'abord, comme homme, puis ensuite, comme animateur. Je veux dire, c'est de vivre l'Évangile, la première des choses. Là, c'est qu'elle soit intégrée à toute ta vie. Oui. Tu la fréquentes? Tu fréquentes la Bible, les Écritures, l'Évangile, comme tu dis? Je lis beaucoup en théologie, je te dirais régulièrement des textes. Je me nourris, j'essaie de comprendre un petit peu, là, parce que ça évolue. Oui. Je veux dire, il y a des nouvelles écritures qu'ils trouvent, tu sais, de la façon de voir l'histoire aussi. Il y a des changements qui se font. On s'aperçoit que telle chose qu'on avait identifiée, c'est plus la même, on n'a plus la même version. Bon, il y a des choses qui changent. Fait que je suis quand même à date par rapport à ça. Et je lis beaucoup des auteurs qui sont critiques par rapport à l'Église.
pas pour défaire l'Église, mais comme pour l'aider à avancer aussi, tu sais, de dire, ben ça, on est en dehors de la traque un peu, là. Alors, tu as une pensée critique, mais aussi tu sens le besoin que ta vie soit toute imprégnée de ta foi. Pour toi, c'est important. Si on revient à ton parcours, cette présence-là a été touchante, t'a touché au point où ça a changé un peu ta vie, là. Ça a changé... J'ai cheminé un peu avec le groupe que je t'ai parlé au début. Je me souviens... à un moment donné, c'était en 1976, on a mis sur pied le Café chrétien ici à Victoriaville. Ceux les plus vieux se souviennent, c'était en haut du Régent à l'époque, là, pas loin d'ici. Moi, je me souviens, dans le groupe, ils étaient venus me chercher, des adultes, ils disaient hey, « T'aimerais-tu ça être conseil d'administration? » tu sais. Comme jeune. Ouais, c'était une belle responsabilité, c'était de la confiance. Ouais. Puis je me souviens, il y avait Sœur Marthe Hull, que j'appréciais beaucoup. Elle voulait m'envoyer dans un camp à Granby, mais c'était, je dirais, c'était flyé, là, dans le sens qu'un camp évangélique, aller évangéliser, se promener dans des parcs, s'asseoir avec les gens, puis dire, bon, ben, tu connais-tu Jésus? Tu sais, c'était vraiment pas mon style, ça. OK. Puis elle n'arrêtait pas. Elle insistait. Elle insistait. À un moment donné, j'ai réglé le problème. J'ai dit, regarde, laisse-moi les clés du Café chrétien cet été, là. Je vais venir avec Jean-François Martel, qui était mon collègue, dont on travaillait beaucoup ensemble. J'ai dit, on va s'en occuper, on va faire de l'animation ici, ça, je suis très ouvert à ça. Puis tout cet été-là, là, je veux dire, on ouvrait, il est venu 2-3 personnes durant l'été, ça a été un échec total. Oh non! Ça a commencé comme ça. Je me souviens, on était assis dans les escaliers, là, moi et Jean-François, puis là, je me suis dit, je vais aller chercher de la formation pour être capable de faire de l'animation auprès des jeunes dans ce domaine-là. Puis je suis allé changer, je rentrais au cégep, j'étais en sciences santé, je me suis mis en sciences humaines, puis mon choix était fait, je m'en allais en théologie, j'allais chercher une formation. C'est ça. Tu as senti le besoin de t'équiper à cause de cet échec-là. Oui. Puis après ça, le Café chrétien, ça l'a évolué. Ça l'a continué, mais je connaissais aussi la communauté du désert. Écoute, on était énormément de jeunes là, à Victoriaville. On descendait régulièrement des jeunes, on avait des camps. Gérard est entouré de plein de jeunes, là, des gens très inspirants. Fait que j'ai fait mon cégep ici, puis après, je suis allé vivre à la communauté du désert pendant 3 ans. Ça a été une expérience, en plus d'être en théologie, mais je vivais, c'était quelque chose, c'était au quotidien, puis c'était marginal, dans le sens que... il n'y avait rien de semblable de nulle part ailleurs. Il y avait de l'ouverture. Puis le fait d'être axé sur donner un coup de main aux pauvres, d'être proche des gens comme ça, ce qui était une couleur, en tout cas, à l'Évangile, là, moi, je me reconnaissais là-dedans. Ça, j'ai toujours... ça a été inspiré. Quand je voyais Gérard, il dormait dans un garde-robe à l'époque. C'était impressionnant. C'était quelqu'un qui parlait de choses, mais en même temps qu'il vivait. Ça parle beaucoup. C'est ça. Oui, puis les gens qu'il y avait là, il y en a encore beaucoup, j'ai des liens avec eux autres, ils ont orienté leur vie. Il y en a plusieurs qui sont devenus des animateurs de pastoral. Des animateurs de pastoral, des travailleurs sociaux, des prêtres aussi, de cette époque-là. Des gens très inspirants dans ce qu'ils font, convaincus aussi. Roch, après ta formation en théologie, il t'est pas venu l'idée de devenir prêtre? Oui, ça. L'idée, j'avais beaucoup de pression. Ou l'appel? Oui, j'avais beaucoup de pression. C'était des choses que j'y réfléchissais. Oui. Puis je me souviens, à un moment donné, j'étais assez mêlé, là. J'avais été m'asseoir avec un prof que j'avais à l'université, que j'avais bien confiance, là. Puis j'avais dit ça, j'ai dit « Peux-tu m'aider à voir clair? » Puis il m'avait dit « Regarde, j'ai pas de problème de m'asseoir avec toi, mais qu'est-ce que tu vas faire si jamais tu te rends compte que c'est ta vocation? » J'ai dit « Regarde, je l'assumerai, là, mais je veux voir clair. » Puis ce que je me suis rendu compte, ça a été un moment tournant là, dans ma vie, c'est Dieu veut que je sois heureux. Ah oui. Puis moi, célibataire heureux, là, j'aurais pas été heureux en tant que célibataire. Je voulais être marié, avoir une famille. Tu avais des rêves. Tu sais, c'est comme si l'image que j'avais de Dieu, c'était Dieu te demande un sacrifice. Sacrifice. Donner. C'est pas ça la vie, c'est pas ça. En tout cas, moi, ça a été très éclairant ce que ce prof-là m'a aidé à comprendre. Roch, jusqu'à maintenant, quand tu parles, je te vois rencontrer des gens qui te marquent. Tu as le souvenir très précis de leur nom, de leur influence. Il me semble que ça ressemble un peu à ce que tu essaies d'être aujourd'hui dans ton rôle, une personne cohérente,
inspirante? Ça, je ne pourrais pas. C'est plus les gens qui pourraient te le dire. Ce que je sais, c'est que j'essaie d'être moi-même là-dedans. J'ai beaucoup de... Tu sais, les gens me demandent pourquoi tu travailles encore. Tu sais, Oui. Je veux dire, je suis... Pourquoi tu es encore là? Parce que 30 ans, une carrière de 30, 33, 37 ans, aujourd'hui, c'est plutôt rare. Ouais. Ben, j'aime qu'est-ce que je fais. J'ai l'impression d'être entouré d'une communauté. Tu sais, j'ai facilement dans les écoles une quinzaine de profs qui bénévolement nous accompagnent dans nos projets, sont là présents, que ce soit à Betty-Amit, Ouaskagonish, Nicaragua, en Haïti. Tu sais, on est comme... On sait qu'on participe à quelque chose de plus grand que nous. Tu sais, puis il y a du monde autour de ça, puis il y a une belle énergie, il y a plein de bénévoles. Alors, tu fais église. Oui, dans ce sens-là, oui. Moi, si tu me demandes c'est quoi mon église, c'est des jeunes puis les collaborateurs avec qui je suis. Tu sais. C'est très beau. Alors, Roch, tu fais ta théologie, tu réussis, tu discernes que tu n'as pas l'appel à la prêtrise. Comment tu reviens à Victoriaville à ce moment-là? Ça a été un addon. On m'avait offert un emploi en Abitibi. Ah bon? Puis je devais partir, puis ça n'a pas fonctionné. Puis en même temps, le Café chrétien disait, bon, ben si tu n'as pas d'emploi, parce qu'on s'entend, là, c'était en 82, on était en pleine crise. Il n'y avait pas beaucoup d'emplois dans ce temps-là. Moi, j'étais de ceux qui avaient fait leur 7e année, mais ceux qui suivaient en 6e année, ils tombaient en secondaire 1. Fait qu'on était 2 cohortes la même année. Fait qu'au niveau de trouver de l'emploi, c'était pas facile. C'était compliqué. Fait que j'ai commencé au Café chrétien, puis tranquillement, André Chenet et Aline Vadnet, là, ils m'ont ouvert des portes à Polyvalente comme animateur de pastoral. Fait que je me suis intégré tranquillement là, à la commission scolaire. Qui était l'animateur à la pastorale, à la Polyvalente? André C'était Chenet. André. Oui. Fait qu'il t'a ouvert cette porte-là Oui, sans le savoir. Oui, parce que j'avais cheminé quand j'étais jeune au secondaire. Sans savoir que ça allait durer aussi longtemps. Ça, oui. On n'avait pas de modèle. Les modèles qu'on avait, là, des gens... Vous avez inventé beaucoup de choses. Ouais, c'était souvent des prêtres. Puis à 40 ans, 45 ans, ils quittaient. Ils allaient dans d'autres domaines. Il y avait Aline Vanet qui était présente aussi là, à la Polyvalente. Puis là, vous avez créé des institutions, je dirais, d'activités solidaires dans la région. Tu as participé, tu as connu Raymond Roy. Oui, Raymond. Moi, j'ai fait du bénévolat. Quand je suis arrivé ici, j'ai le restaurant populaire en 83 ouvert. Fait que je suis allé faire du bénévolat là-bas. Puis Raymond Roy, c'est quelqu'un que j'avais connu. J'entendais parler. Je me souviens jeune d'avoir été à une messe de minuit dans son petit local. Là, c'est ça, c'était quelqu'un de très inspirant. Oui. À la communauté du désert, on l'a fait venir aussi une fois pour qu'il nous parle un petit peu de sa vision de la vie. Des pauvres aussi, parce que il était très impliqué auprès de tous les marginaux, auprès des plus démunis. Oui. Je me souviens dans son documentaire, le documentaire qu'on avait fait sur lui, on les appelait « ces pauvres ». Il y avait comme une espèce d'ironie par rapport à ce terme-là. Ouais. Alors, tranquillement, tu fais la transition, tu deviens animateur de pastoral à la Poly, tu fais du bénévolat, tu es impliqué au Café chrétien, puis là, quand tu es arrivé, tu as parti, entre autres, le Noël d'accueil, tu étais de ceux qui ont commencé à accueillir les gens à l'occasion de Noël. Ça existe encore. Le 24 décembre, on rassemble des gens seuls pour fêter Noël. Mais depuis ce temps-là, il y a eu toutes sortes d'autres implications dans ta vie. Je reviens à ton rôle d'animateur de pastoral. Comment il a évolué? Parce que maintenant, on appelle ça, on l'a dit, animateur SACEC. Est-ce que ça a changé, grosso modo, ton travail? Est-ce que ta proposition d'activité, les jeunes, comment tout ça a changé à tes yeux ou est pareil? Oui. Je te dirais qu'à l'époque, en tout cas, l'animation de pastoral, quand on regardait la définition, c'était faire vivre aux jeunes des ateliers évangéliques. Okay? Souvent, moi, on m'a reproché de ne pas parler de Dieu ou de Jésus. Tu sais, puis je disais aux gens, c'est pas mon rôle, je ne suis pas un professeur d'enseignement religieux. Moi, je fais vivre des expériences aux jeunes. Fait que si tu me demandes si ça a changé, c'est resté pareil. Les mêmes activités que je faisais comme animateur de pastoral, je les fais au niveau du SACEC. Là. Oui. La vente de pain le vendredi saint. Oui, c'est encore là. Il y a des gens qui n'arrivent plus à retrouver cette activité-là. Elle a changé à cause de la pandémie, elle aussi. Oui, hein, mais
C'est ça, dans le sens qu'on va revenir, on va voir. Ça s'en vient. Oui, de faire le porte-à-porte, parce que c'est un rassemblement, c'est tous des jeunes. Ben, je veux juste revenir un petit peu en arrière. Oui. Moi, en 91, Roland Gingras, qui était très impliqué en Haïti, là, il y a une partie de l'argent de la vente de pain, d'argent qu'on envoyait en Haïti. Puis en 91, après la vente de pain, Roland m'avait téléphoné. Il dit j'aimerais ça que tu viennes avec moi, là, je me sens insécure, ça va mal en Haïti, j'aimerais ça qu'on soit deux. Fait que je suis parti avec lui. Puis c'est la deuxième fois que j'allais en Haïti, puis je me suis dit, hey, ce serait le fun que des jeunes viennent voir à quoi sert la vente de pain. Fait que l'idée des stages ont commencé là. OK, puis, ça a commencé en 93, mais on a commencé 2 ans de préparation, là. Puis je te dirais que les jeunes avec qui on part en stage depuis ces années-là, mais c'est eux autres qu'on revoit beaucoup à la vente de pain. Il y en a qui sont 46, 47. Ah oui. Cette expérience-là, puis c'est leur façon de s'impliquer, puis de remettre un petit peu, parce que c'est pas un voyage de touriste qu'on va faire là. On va vivre une expérience qui marque. Puis ils se revoient entre eux aussi, des gens de leur cohorte. Ils aiment probablement se retrouver à cette occasion-là aussi. C'est une grosse fête, la vente de pain. C'est 1000 personnes là, qui se réunissent. Là, de la région, puis d'ailleurs. J'imagine qu'il y en a qui sont dispersés maintenant un peu partout. C'est ça. Fait que c'est ça, les projets que je faisais au niveau pastoral, bien, comme les camps. Les camps, c'est de développer l'estime de soi, vivre des expériences en groupe. C'est mon rôle comme animateur, moi, c'est ça. Développer l'estime de soi des jeunes, de faire en sorte une expérience de groupe, puis les impliquer dans la communauté. Fait que cet aspect-là était déjà en pastoral, des éléments qui étaient là. Par étape. Oui. Ben, par étape, dans le sens, c'est comme un petit peu mêlé. Moi, tu sais, c'est bizarre, des fois, je dis aux parents, votre jeune, quand il va revenir d'Haïti ou du Nicaragua, la chose qui va l'avoir le plus aidé, là, il va avoir développé son estime de lui-même. Les parents, voyons, ça n'a pas d'allure. Tu sais. Mais quand tu regardes comment que les gens vivent ailleurs, puis la chance que tu as, puis de voir toutes les possibilités que tu as devant toi, t'arrêtes de te plaindre pour des petites choses, tu as le goût de plus foncer, tu es privilégié, tu sais, de pouvoir aller à l'école. C'est, j'imagine, pour plusieurs, la première fois aussi qu'ils quittent d'une façon aussi, je dirais, drastique, aussi importante, le nid familial, qui prennent une distance par rapport à leurs parents. C'est une coupure importante. Oui, puis écoute, les jeunes... Puis ils vivent de toutes sortes de façons, mais ils sont ensemble aussi. J'imagine qu'il y a aussi tout l'effet de support, d'accompagnement du groupe. Ils se connaissent aussi, on chemine pendant 2-3 ans. C'est ça. Ensemble, il y a plein d'activités que les jeunes vont vivre, qui vont s'impliquer dans la communauté aussi. Fait que le stage fait du sens pour eux autres aussi, tu sais. Ils comprennent pourquoi ils s'impliquent, ils saisissent mieux c'est quoi la problématique au niveau de la pauvreté, la dynamique entre le Nord et le Sud. Moi, je les amène, je n'en nommerai pas, là, une compagnie québécoise, je les amène voir comment les gens travaillent là-bas pour faire des T-shirts, puis de voir les gens travailler. À Haïti? Au Nicaragua. Au Nicaragua, OK, d'accord. Puis, je veux dire, quand ils voient comment les gens travaillent, pourquoi qu'on ne paye pas cher certaines choses, tu sais. Certains biens qui sont... Ils se rendent compte qu'à quelque part, c'est un petit peu Il problématique. y a quelqu'un qui paye quelque part. C'est problématique. On exploite ces gens-là. Fait que quand on parle de café équitable, des choses comme ça, même le linge, tu sais, ils comprennent un peu plus. Pour eux, il y a vraiment une résonance différente. Oui. Roch, tu as dit... Les gens, au début de ma pratique, me reprochaient de ne pas parler de Jésus. Aujourd'hui, j'imagine, en tout cas, ce qu'on sait de l'animation pastorale dans l'école de plus en plus laïque, c'est que tu dois de moins en moins parler de Jésus comme tel, le nommer. Est-ce que tu peux? Ben, je te dirais, moi, je suis très mal à l'aise. C'est comme l'inverse, hein? Oui, mais je te dirais, tu sais, je suis très mal à l'aise. Tu sais, quand on parle de Dieu, de Jésus, là, ça dépend à qui on s'adresse, mais dans la tête des gens, c'est très négatif. Je ne parle pas que Jésus est négatif, mais tout ce qui est aspect religieux... à cause de tout ce qui circule dans les médias sur l'Église, puis les erreurs. Puis l'important, c'est pas de nommer... On peut le nommer de différentes façons. Moi, quand je parle de la vie. Okay? Quand je parle aux jeunes, je parle de la vie. Okay. C'est pas de nommer, mais c'est de comprendre à quoi qu'on adhère, c'est quoi l'essentiel de tout ça. Tu sais, l'Évangile, c'est quoi l'essentiel? C'est qu'on vit dans un monde de paix, tu sais, que les gens partagent, qu'il y a une certaine solidarité, qu'il y a une justice sociale dans le monde. Tu sais. On veut tous vivre sur une planète où c'est qu'il y a de l'harmonie. Tu sais. C'est tout ça, puis il n'y a pas personne qui va à l'encontre de ça. Ben je veux dire. C'est ça. Mais si je me mets à parler de Dieu ou de Jésus, déjà là, toutes les fausses images qu'il y a que l'Église propage, que d'autres propagent, tu sais, qui fait qu'il y a un blocage en partant.
si on veut communiquer, je trouve que c'est pas la bonne façon. Je vais te raconter une anecdote. Je suis allé à Santiago, le prêtre du Nicaragua, il est décédé, là, ça fait 3 semaines. Je suis allé à son enterrement, tu sais, avec Louise puis ma fille, tu sais, puis je veux dire, ma fille, elle n'arrêtait pas. C'est pourquoi qu'on fait ça? Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais, elle ne comprenait pas, tu sais. Le rituel de la funéraille. Tu sais, il y a comme un langage pour des initiés. Mais quelqu'un qui se présente là c'est presque... Ouais, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Le langage n'est pas adapté aux gens de la rue, ça n'a pas changé. Gens. Ouais, c'est triste, tu sais, de voir ça, tu sais. On est encore avec l'image qu'on est là pour glorifier Dieu, tu sais, comme si Dieu il est là, puis on le regarde, puis nous autres, notre rôle, c'est de le glorifier, tu sais. Ça fait quelqu'un d'assez égocentrique, tu sais, comme image, quand on se met à réfléchir. Fait qu'il y a comme... le langage est mal adapté, fait que je trouve ça très malaisant de parler de Dieu, de Jésus, tout dépendant avec qui, si on se comprend dans notre langage. De qui tu parles quand tu... Bien, j'étais avec Santiago, exemple, ou le Père Sico, tu sais. Santiago, là, quand il parle aux jeunes au Nicaragua, les jeunes, là, il écoute, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué les jeunes. Il va parler des évangiles, il va parler plus ou moins de Jésus, mais il en parle quand même. Tu sais, des fois, il fait de la théologie de la libération. Là. Oui. Puis, je veux dire, les jeunes écoutent, ils comprennent, son langage est adapté, puis ça fit avec la vie. Je veux dire, il prend des exemples de la vie. Parce que quand on est en Haïti, c'est la même chose. C'est un prêtre, lui aussi. Il s'adresse aux jeunes, puis tout le monde le comprend. Les jeunes, il n'y a pas personne qui vient me voir « il nous a parlé de Dieu ». Pas en tout. Ils comprennent, ils saisissent. C'est parce que le langage, à quelque part, il y a une résonance à l'intérieur des autres. Ils comprennent, puis ils trouvent qu'il leur parle de la vie, dans le fond. De la vie, c'est ça. C'est ça. Les jeunes, ils sont là. Puis... C'est de ça qu'ils ont envie de parler. Oui. Et puis d'entendre parler. Oui. Roch, concrètement, tu t'adresses à la polyvalente, aux jeunes de tous les niveaux. Comment tu les touches? Est-ce que c'est le bouche à oreille qui fait... Tu offres des activités? Comment tu... Est-ce qu'il y a des locaux disponibles? Qu'est-ce qui se passe pour rassembler les jeunes? Tu dis que tu ne fais pas le tour des classes. Bien, ça dépend dans le sens que quand on revient d'un stage, normalement, on le présente en secondaire 3, 4 et 5. Ah bon? Fait que c'est pas moi qui le présente, mais des jeunes qui ont fait le stage, ils viennent parler aux autres, ils disent « Regardez. » Puis après, ils les invitent à la vente de pain. Puis en secondaire 3, on leur invite, on leur dit « On va faire une tournée bientôt. » On va leur dire « Bon, ben si ça vous tente de faire ce genre d'expérience-là, tel midi, venez à tel local, on va se parler. » Fait que j'ai des groupes à tous les niveaux, sauf secondaire 1 et 2, on n'a pas assez de temps pour s'occuper d'eux autres là, au niveau de notre temps présence. Tu dis « on », c'est donc que tu n'es pas seul, animateur de pastoral, tu as toute une équipe. Oui. Comment tu as fait ça? Parce qu'il il doit y avoir un seul poste. Bien, on est quand même 2000 élèves. Fait que vous avez une grosse polyvalente ici à Victoria. On intervient dans d'autres écoles. Comme moi, j'interviens à Fermentière, j'interviens au CFR. Ah bon. Il y a Catherine McRae, elle intervient à David-Louisville. Il y a Francine Boivin aussi qui est avec nous autres, qui est plus au tandem. Puis ils ont quelques écoles primaires aussi. Fait qu'on... Vous avez une équipe qui est déployée dans beaucoup d'écoles de la région. Oui, puis je peux dire que porter sensiblement le même message, les mêmes valeurs, puis qui déployait à peu près les mêmes styles d'activité. C'est ça que je comprends. Ça dépend des milieux. Tu dis? Ça dépend des milieux. Qu'est-ce que les milieux... tu sais, je suis persuadé, moi, que ce que je fais comme pratique, j'arriverais peut-être à Warwick. Peut-être que... bien qu'Alexis fait pas mal la même chose, là, mais... je veux dire, on s'adapte aussi au milieu, là, comment que les jeunes répondent. Puis à ce qu'ils s'attendent, puis à ce qu'ils ont besoin. Oui, puis jusqu'à date, là, je veux dire, à travers les années, là, ça n'a jamais changé. On a énormément de jeunes qui veulent s'impliquer avec nous autres. Puis même dans le temps de la pandémie, où c'est qu'on n'a pas fait de stage, les jeunes sont quand même présents, ils s'impliquent. Les jeunes ont le goût de changer de quoi. Ça a du sens pour eux autres de s'impliquer. Un thème incontournable, j'imagine, il y a les voyages, les stages, les camps dont tu nous as parlé, mais l'environnement aussi, là, ça, rapidement, vous avez fait, je dirais, le virage qui s'imposait pour proposer, parce que les jeunes sont impliqués, ils ont le cœur... Ils nous appellent, ils nous attendent, je dirais, dans le tournant vert. On est responsable de la journée Normand Maurice comme service, nous autres. C'est quoi qu'on a mis sur pied.
quand Normand est décédé. Puis déjà, avant ça, avec Normand et les jeunes, on organisait des collectes de RDD. Fait que les jeunes sont impliqués dans la communauté. Je pense que c'est 62 000 tonnes qu'on doit détourner là, des sites d'enfouissement. Là. Grâce à l'implication des jeunes puis à leur de toute la commission scolaire, parce qu'on est dans 26 municipalités, cette activité-là. Oui. Est-ce qu'il y a des projets avant ta retraite, tu t'enlignes pour développer d'autres projets? Bien, ces temps-ci, vu qu'on ne fait pas de stage, puis je suis en pré-retraite, fait que j'ai plus de temps, là. Tu vois, lundi prochain, on commence à offrir des petits déjeuners à l'école. Ah oui, ça, c'était nouveau, ça aussi, c'est les dernières années. Ouais. Fait que, tu sais, il y a des choses, là, qui émergent, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Ouais, c'est des jeunes qui ont amené l'idée et tout ça. Roch, on est déjà à la fin de l'émission. Je pense que vous avez le goût d'en entendre plus. Vous avez certainement, comme moi, le goût d'approfondir ce que les jeunes vivent dans leur stage. Tu ne nous as pas parlé du tout non plus de tes stages dans les communautés autochtones. On y revient, mesdames, messieurs, à la prochaine émission, la semaine prochaine, suite du beau témoignage de Roch Tourigny. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci, Roch, de ta disponibilité. Merci de ton feu, de la vie. Et merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. À la semaine prochaine. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne te stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.